Chers amis du Cercle Aristote et d'Omerta, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un jeune Géo trouve-tout, le genre de mouton à 5 pattes que j'aime bien. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner. On ne sait pas combien de temps on restera en ligne, combien de temps on sera non invisibilisé. A priori, on ne l'est pas en ce moment. Merci, YouTube, pour l'instant. Mais ça peut arriver vite. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à, quelle que soit la chaîne sur laquelle vous voyez cette vidéo, à vous renseigner sur l'ouvrage de notre invité. La description sera accessible sous cette vidéo, ainsi qu'à soutenir mon équipe. Vous avez toutes les méthodes de la page Tipeee jusqu'au principal, c'est-à-dire l'achat de nos livres, en description. Merci à tous. Et je vous présente Nicolas Lebeau. Nicolas, bonjour. Bonjour Pierre-Yves, merci de votre invitation et merci de me donner parole. C'est un plaisir pour moi. Alors, déjà, je voulais quelque chose que je ne sais pas, que je voudrais vous poser. Quel âge avez-vous, cher? J'ai 39 ans, cher ami. Ah, et donc nous avons exactement le même âge. Ok. Donc, parce que je dois vous dire qu'en quelques années, si vous voulez, vous avez, on en parlait en off, vous avez un côté jeune météore dans la pensée alternative, c'est-à-dire, à la base, vous venez du milieu artistique, n'est-ce pas? On peut dire ça, oui. Donc, un parcours de dessinateur, d'auteur de bande dessinée, de scénariste. J'ai créé un certain nombre de récits illustrés, de productions graphiques. Je ne dirais pas que j'appartiens véritablement à un milieu artistique à proprement parler, mais en tout cas, je viens de la création artistique et littéraire. Et moi, je vous avais remarqué, d'ailleurs grâce à une amie, Sabrina Keder, sur vos écrits sur le transhumanisme, que je trouvais remarquable. D'ailleurs, vous avez participé à un numéro de Perspective Libre sur le transhumanisme. Et ensuite, de l'écriture. Donc, je crois que vous avez fait un roman sur les jeunesses d'Europe. Oui, je suis l'auteur d'un roman sur un sujet très transgressif qui est le nationalisme européen, autrement nommé le nationalisme blanc. C'est un roman de près de 700 pages qui raconte la genèse de ce mouvement d'idées, anthropologique aussi. Donc, si vous voulez, quand même des sujets qui piquent. Et là, alors on va y venir tout de suite. Vous avez écrit un ouvrage sur lequel d'ailleurs portera cette émission, sur le gauchisme. Qu'est-ce que les cheveux bleus vous ont fait, mon cher? Surtout que c'est un ouvrage roboratif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été travaillé. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces sympathiques amateurs de quinoa et Non, mais qu'est-ce que le quinoa vous a fait, mon cher? Je pense que les amateurs de quinoa, les mangeurs de graines, se font plus de mal à eux-mêmes et à leur propre corps qu'ils ne m'en ont fait à moi, indépendamment de toute la mauvaise volonté qu'ils exercent. Je pense que c'est une catégorie en voie de dégénérescence, de souffrance. Ce sont à la fois des victimes, des bourreaux, des agresseurs, des oppresseurs, mais aussi des gens qui sont davantage les produits de leur époque que des sujets autonomes et agissant selon leur propre volonté. Donc c'est un phénomène anthropologique qui me paraît caractéristique de l'état du monde, et c'est pour ça que j'ai essayé, en me réservant surtout le fait d'être le moins hostile possible à mon sujet. Non pas, je n'ai pas de formation universitaire, je ne suis pas un chercheur, je suis à la base, comme je vous l'ai dit, un auteur de fiction, donc j'ai peut-être privé mon livre du caractère scientifique et académique qu'un tel sujet aurait pu nécessiter. Aussi, on me reprochera peut-être de ne pas avoir été complètement exhaustif sur le sujet. C'est une démarche qui est volontaire, puisque j'estime que l'exhaustivité est le contraire de la pensée. Donc j'ai opéré un choix, et je
pense que je me suis concentré en tant qu'auteur de fiction sur l'aspect le plus important à mon sens du problème, qui n'est non pas l'idéologie, puisqu'on verra ensemble que c'est une idéologie avant tout de substitution, mais sur le matériel anthropologique, à la fois dégradé peut-être, mais en tout cas irrémédiablement transformé, que constitue la matrice du gauchisme. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que vous, vous sortez de votre genre. C'est-à-dire que vous sortez, disons, de la case intellectuelle dans laquelle on pourrait dans laquelle on pourrait un peu vite vous ranger. Moi, à titre personnel, je le dis, et je le dis pour les auditeurs et pour les lecteurs, vous avez très bien fait. Parce que il y a dans votre livre, moi je suis politologue. Personne ne peut le remettre en cause, j'ai tous mes diplômes, j'ai le... Et là, vous avez fait un essai de quelqu'un qui, parce qu'il regarde la pensée politique justement de loin et avec un prisme dont la science politique s'interdit d'user, qui est le prisme anthropologique, qui, à mes yeux, est le seul qui vaille, parce que sinon ça reste du jeu intellectuel, si vous voulez, ça reste des trucs de rat de bibliothèque. Vous arrivez à avoir des fulgurances qui commencent dès le début. Je donne un exemple. Moi, c'est quelque chose que j'enseignais à mes étudiants. Mais je l'ai rarement vu aussi bien dit que sous votre plume. J'ai aucune raison personnelle de vous flatter, et le caractère peu flatteur du personnage fait le nombre d'inimitiés que j'ai pu créer en 20 ans de métier. Mais vous dites que le gauchisme, et on va commencer par là, parce qu'on va, comme vous le dites, aller relativement vite sur l'idéologie pour entrer sur le vrai problème que le gauchisme pose. Vous dites c'est une idéologie de décomposition au carrefour de la décomposition du marxisme, de la décomposition du libéralisme bourgeois, de la décomposition du catholicisme social. C'est extrêmement juste. Est-ce que vous pourriez étayer ? Je pourrais étayer parce que, effectivement, je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Moi, je pense que je ne suis pas un homme d'idées, je ne suis pas idéaliste en soi. Donc, les idées m'intéressent véritablement à partir du moment où elles s'incarnent dans des corps. Donc, pour ce qui est de l'idéologie, donc contrairement à ce que l'on a tendance un peu arbitrairement à penser, les gauchistes ne sont pas à proprement parler des marxistes. Bien qu'un certain nombre de schèmes intellectuels, ce qu'on appelle le marxisme culturel, pas complètement à tort, c'est-à-dire une espèce de langage, de vocabulaire marxiste. Ils essaiment leurs écrits, leurs interventions, leur vision du monde d'un certain nombre de mots marxistes, de signifiants marxistes, de non marxistes, d'idées vaguement marxistes, mais décorrélées du matérialisme historique et du champ de la production, qui est en fait le cadre de réflexion de l'économie politique. Les gauchistes ne sont pas véritablement des marxistes. Pour ce qui est en fait des petites traces de communisme que l'on peut retrouver à l'intérieur de cette idéologie. Vous aurez déjà très présente chez des gens comme Lénine, et que l'on retrouve aussi aujourd'hui chez les gauchistes, cette idée que autant le grand capital est quelque chose de finalement assez facile à subvertir, parce que ce sont des grandes infrastructures qui, par la voie des nationalisations, des socialisations, peuvent être assez rapidement mis au pas et assujettis par une économie de type socialiste. En revanche, il est presque impossible pour un régime qu'on peut appeler totalitaire, en tout cas socialiste, de complètement circonvenir et contrôler l'essaim incroyablement fertile de la petite production, c'est-à-dire le petit commerce, la petite entreprise, la petite société à responsabilité limitée qui recouvre littéralement le champ social par son activité dissolvante et pléthorique. Donc, il reste de communistes dans l'idéologie gauchiste cette obsession qui consiste à traquer le petit entrepreneur, à traquer l'entreprise privée par les normes, par les taxes, par le harcèlement administratif, afin de retirer
toute initiative individuelle du champ de la société pour aboutir à une espèce de contrôle total du champ de la production, et à la fin faire disparaître la production et faire disparaître le capitalisme productif. Mais pour ce qui est en fait de la vision du monde marxiste, c'est quelque chose qui s'est effondré au moment en fait où l'obsolescence de la gestion socialiste de l'économie a commencé dans les années 1980 à apparaître assez nettement au lieu des économistes, des intellectuels, notamment ceux marqués à gauche. En fait, les économistes de droite n'ont jamais cru vraiment à l'économie dirigée au socialisme. Les économistes de gauche ont opéré une espèce de, je vais aller très vite, de retournement radical de leur conception. Ils se sont mis subitement à adhérer à cette espèce de nouvelle religion des nombres, des chiffres, de l'économie capitaliste et libérale érigée en sorte de dieu, ou quelque part la petite main invisible chère à Adam Smith a remplacé la providence, parce qu'ils ont constaté que le modèle économique qui jusqu'à présent avait été l'instrument de propagation du gauchisme, qui était le communisme, a montré son obsolescence. Donc, ils n'ont gardé, quelque part, tous ces intellectuels de gauche issus de la matrice intellectuelle de mai 68, de la fureur révolutionnaire de leurs jeunes années, uniquement ce qu'on appelle l'antinationalisme, c'est-à-dire le mondialisme, en fait, qui est la forme achevée du gauchisme. Donc, vous voyez, c'est un artifice tout à fait réversible. L'économie communiste peut être mise au service du gauchisme, donc un certain nombre de chaînes marxistes, à un moment donné, ils vont s'exprimer en disant classe, lutte des classes, accumulation privative, etc. Mais ils pourront tout à fait parler le langage du capital à un autre moment, quand le terrain sera favorable à à l'acceptation par les classes populaires, parce que c'est avant tout une idéologie qui entend enrégimenter les classes populaires, se servir des classes populaires et de ce qu'ils appellent les masses pour triompher et pour dominer. Nous avons affaire à des gens qui, aujourd'hui, alors que le capitalisme libéral a montré également des signes d'affaissement, il y a eu quand même du malheur social, une sorte de catastrophe quand même anthropologique qui s'est produite à travers le capitalisme libéral. Il y a eu la destruction de la classe ouvrière, il y a eu la désindustrialisation, il y a eu l'atroce phénomène de la clochardisation du prolétariat qui s'est manifesté par l'afflux incroyable de SDF, toutes des victimes de la désindustrialisation qui ont afflué à Paris au cours des années 80-90, au moment où notre appareil productif a été détruit, et que le chômage tendanciel qu'on a toujours connu dans nos sociétés est devenu un chômage structurel. Donc, à partir du moment où ça s'est achevé sur la crise de 2008, où vraiment le capitalisme financier a commencé à calancher énormément, le communisme est redevenu, enfin l'hypothèse communisme est redevenue l'instrument économique dont les gauchistes vont se servir pour faire avaler au peuple leur idéologie. Mais vous voyez, en fait, quand je dis que c'est une idéologie de la décomposition du marxisme, je veux bien insister sur le fait que ce n'est pas du communisme. En fait, le communisme est une fin en soi. N'est pas une fin en soi, pardon, excusez-moi. Le communisme est un instrument au service d'une vision du monde qui consiste à détruire les États-nations, à mettre l'homme blanc en minorité, à anéantir le référent minoritaire des populations, le référent majoritaire, pardon, des populations de souche à l'intérieur des États-nations, et à la fin d'aboutir à une société sans classe, sans distinction, et finalement sans blanc. Donc ça, c'est pour la parenthèse marxiste. Pour ce qui est du catholicisme social, il aurait pu advenir lorsque le capitalisme s'est installé vraiment comme moyen de transformation, vraiment comme puissance de transformation des choses, des êtres, des individus, des sociétés,
où quand toute la société a été mise en coupe réglée, vraiment par cette machine surpuissante de transformation de tout, il n'y avait pas que le socialisme des origines qui s'y opposait. Il y avait aussi énormément de gens qu'on pourrait qualifier de droite. Il y avait un Tout à fait. capitalisme pardon, qu'on retrouve beaucoup dans la littérature classique de l'époque. On pourrait trouver chez des gens, par exemple, comme Lovecraft, qui étaient tout sauf un gauchisme, dans ses hallucinations, une horreur devant le capitalisme et devant la modernité qui faisait quelque part faire émerger d'anciens dieux des profondeurs insondables de l'univers. Vous aviez des gens comme D.H. Lawrence qui vivaient en fait l'industrialisation, la modernisation comme un cataclysme. Vous aviez des gens comme Léon Bloy aussi qui s'insurgeaient énormément contre ça. Vous avez l'encyclique du pape aussi. Quadrissimo, non? Léon XIII, Non. n'est-ce pas, qui a construit la doctrine sociale de l'Église. Mmh. Donc il y a eu énormément d'opposition à l'industrialisation et au capitalisme. C'est l'un des, c'est par exemple l'un des thèmes centraux chez Tolkien. Dans tout l'imaginaire anglais, fin 19e jusqu'au 20e, même un imaginaire de droite qui est la première écologie vient de la protection des paysages en France dans les années 1830-1850, en Angleterre à peu près parallèle, où l'industrialisation, le capital, le pognon est vu comme ce qui va bouffer, mais au sens physique. Absolument. Alors Tolkien, lui, va vraiment l'écrire, vu que c'est la destruction des forêts, de la destruction des forêts pour les armées d'orques, c'est ça. C'est-à-dire, en réalité, le pognon va nous bouffer physiquement, va nous avaler physiquement et nous ravaler au rang de créatures dégénérées, parce qu'il faut jamais oublier que les orques, c'est des elfes dégénérés chez Tolkien. Et vous avez tout un imaginaire comme ça, principalement dans le monde atlantique, France, Angleterre, et ça va aller aux États-Unis après, et même dans une partie de l'Europe du Nord. Donc c'est tout à fait juste qu'il y a eu des tas d'écrits qui vont aboutir aux écrits de troisième voie nationaliste économique pour éviter le règne du pognon, qui d'ailleurs, ça se termine en France avec le gaullisme, en fait. Ensuite, et ça se dissout quand la droite fait son argenamento sur le pognon, qui est très récente, en fait. C'est-à-dire que quand toutes les droites nationales ont fait allégeance aux droites orléanes, aux droites du pognon, c'est mi des années 70, début des années 80. En fait, c'est très récent, c'est un processus qui a 50 ans. La droite n'a pas toujours été une sorte de syndicat de défense des intérêts catégoriels des classes privilégiées et dominantes. Mais si vous voulez, ce qui m'a beaucoup fasciné dans votre écrit, c'est d'analyser le processus de décomposition. Parce que au carrefour de cet effondrement de trois grandes idéologies se trouve un effondrement encore bien pire, qui est vraiment la toile de fond. Je dirais même pas de ce livre-là uniquement. Je pense que c'est une toile de fond de l'ensemble de votre œuvre telle que je la connais. Donc, de manière parcellaire, mais ça se retrouve en balbutiement dans vos écrits sur le transhumanisme. Ça a vraiment germé dans votre roman. Et là, ça arrive là, c'est qu'en réalité, le gauchisme, c'est la maladie des petits blancs, quoi. C'est la maladie, ou des moyens blancs, c'est la maladie anthropologique des blancs, quoi. Si vous voulez, même le discours migratoire, ce ne sont pas les populations issues de l'immigration qui portent le gauchisme, souvent elles le suivent par clientélisme dans des parties très minoritaires. Où elles l'utilisent. Où elles l'utilisent, elles ne le portent pas anthropologiquement. Elles suivent des gens, il suffit de voir une rédac de Libération, une rédac de Libération, c'est White Spirit. Excusez-moi, il y a 95% de blancs, 98% de blancs, et là, pour le coup, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de maghrébins, il n'y a pas d'africains à accuser. Là, il y a un problème interne dans l'ensemble de l'Occident, des petits et des moyens blancs. Et je pense que c'est cette notion c'est pour ça que j'aime particulièrement votre œuvre.
c'est qu'on a une grille d'analyse qui est quand même assez semblable. Moi, je mets la question anthropologique au-dessus de tout. C'est-à-dire que, Pareillement, pour parce moi, que un système politique est évaluable par le type d'homme qu'il crée. Mais pour vous, qu'est-ce qui nous est arrivé? Enfin, moi, je suis désolé, à l'exception de 2 pays très occidentalisés en Asie, qui sont la Corée et le Japon, qui pourrissent sur la condition féminine, même pas sur le gauchisme, sur la condition féminine, c'est-à-dire la guerre homme-femme. En miroir de l'Occident, moi, quand je vivais en Asie, enfin, le gauchisme, pour l'instant, c'est une vue de l'esprit, hein, mais pour eux. Mais pour eux, mais eux le voient un peu comme vous le voyez, c'est-à-dire la maladie des moyens blancs. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette grille d'analyse? les sociétés développées, capitalistes, libérales, engendreront une classe moyenne qui se croira éclairée, droits de l'homiste, relativement éduquée selon l'horrible expression américaine qui s'est répandue dans nos contrées, et qui muteront en gauchisme lorsque le ressentiment engendré finalement par le mur de la réalité qui se présentera à eux, c'est-à-dire les limitations des potentialités de l'existence auxquelles tout gauchiste est confronté quand il va vérifier en fait son savoir dans le monde matériel, empirique, les pays asiatiques seront tout aussi déboussolés que nous par l'apparition des gauchistes que nous l'avons été, parce que nous avons tout simplement eu un petit peu d'avance sur eux dans le processus capitaliste. Moi, je crois que pour terminer sur le plan idéologique, pour qu'on puisse rentrer dans le dur, justement, comme vous le disiez, il y a aussi un aspect, libéralisme dégénéré. Hein. Quand je dis que c'est un effet de la décomposition du libéralisme bourgeois, je pense que le gauchisme est avant tout un libéralisme dévoyé ou même dégénéré, pour employer la terminologie exacte. Mais pour tout dire, Lénine parlait du gauchisme, enfin ce qu'il appelle le communisme de gauche, toutes ces mouvances conseillistes, anarchisantes, incontrôlables, qui s'agitaient comme ça en Allemagne, en Italie. Il les qualifiait de gauchistes et il disait que c'était vraiment leur instabilité rendait impossible tout processus révolutionnaire. Moi, je crois en réalité que le gauchisme est la maladie un petit peu sénile en fait du capitalisme. C'est le moment où le système se solidifie, se rigidifie, se lézarde, se met à craquer. Et là, vous voyez apparaître des monstres. On vous dit à cheveux bleus, mais quelque part aussi, on a une sorte de physique sociale à l'œuvre. Hein. Mais si vous voulez, ça c'est parce que si j'ai tellement aimé votre livre, c'est parce qu'il est l'un des livres les plus courageux que j'ai vu écrit pour la sociabilité et dite de droite, à laquelle je n'appartiens pas. La droite veut pas de moi, je ne veux pas d'elle. Mais si vous voulez, d'habitude, il y a que les gens socialisés à droite qui se posent cette question. Et le problème, c'est que dès qu'ils se posent les termes du sujet, ils reculent. Une forme de censure. Voilà, ils s'auto-censurent parce que soit ils se voient en miroir, soit il y a des tas de trucs qui font que finalement, on va pas trop se poser de questions. On va s'insulter pour le caniveau de la rue. Et si ça tourne mal, à la fin, ça fait une Quentin, quoi. Et j'ai rarement vu quelqu'un avoir le courage que vous avez eu. C'est-à-dire que vous vous êtes posé une question et comme disait Peggy, vous avez vu ce que vous avez vu et vous avez dit ce que vous avez vu. Parce que là, c'est une question devant laquelle toute la pensée de droite s'effondre, qui est le mal est en nous. Parce que, si vous voulez... l'héritage du christianisme, en réalité. Allez-y. Et effectivement, moi, je suis, je dirais pas assez à l'aise, mais en tout cas dans une position relativement privilégiée pour parler de ça, puisqu'effectivement, je suis très à l'extérieur des problématiques strictement politiciennes, des divisions traditionnelles entre droite et gauche. Je ne suis pas quelqu'un de socialisé à droite. Je suis, si vous voulez, un nationaliste français. Peut-être une sorte de gaulliste radicalisé, même un suprémaciste français, si vous voulez. Je sais que c'est pas très à la mode.
puisqu'aujourd'hui, on en vient, parce qu'on a rendu notre pays détestable, à fabriquer un certain nombre d'identités de substitution, Mhm. de plans de fuite, qui sont l'identité européenne et l'identité blanche, Mhm. qui se conçoivent en réalité dans une situation de colonisation et d'agression. Mhm. En fait, je veux dire, un Français est maître chez lui, un Français est souverain. Mhm. Il est sur son sol. Un Blanc est en minorité, quelque part. Il sauve sa peau. Mhm. Donc là, vous avez une anthropologie. Je crois que cette identité d'Européen, parce que je suis l'auteur, comme je vous l'ai dit, d'un roman sur le nationalisme européen, vous allez voir que c'est un rapport assez direct avec ce qu'on est en train de raconter, est né en Algérie, dans un contexte de guerre de décolonisation. En fait, les combattants musulmans nous appelaient non pas les Français, mais les Européens, parce qu'on était tous Français, Italiens, Espagnols, amalgamés dans une identité collective qui était du bétail à traquer, en quelque part. Mhm. Aujourd'hui, nous avons la même situation de gens qui se vivent eux-mêmes avant tout comme des Blancs et comme des Européens, parce qu'ils subissent une oppression recoloniale dans certains quartiers où ils sont exposés à une immigration hostile, violente, fière d'elle-même, qu'on a encouragée à être dominante et à persécuter ces Blancs, auxquels on a rendu le pays détestable, en fait, à tous les niveaux. Donc ça se métabolise chez certains par une forme de détestation de la France en tant que pays pourvoyeur de malheur, pays qui n'est plus identifiable qu'à son État, qui est subverti de l'intérieur par des forces anti-françaises. Donc quelque part, c'est un plan de fuite à l'extérieur. Comme on ne peut pas se barrer physiquement, on va se barrer quelque part culturellement parce qu'on a été dénationalisé. Et de l'autre côté, vous allez avoir, selon l'arbitraire distribution des tempéraments nerveux, des gauchistes qui vont se mettre à détester le principe même de blanchité, d'État-nation, et qui vont s'identifier à une sorte de devenir moléculaire, où à la fin, ils vont disparaître, en fait. On a, d'un côté, une mystique de la nation qui est en train de s'affecter parce qu'on s'affaissait, parce qu'on est gouverné par des gens qui nous détestent depuis 40 ans. Et de l'autre côté, nous avons des gens qui veulent terminer le travail parce qu'ils ont été un petit peu enfantés, digérés et façonnés par cette détestation, qui au départ est une passion qui vient d'en haut. Vous voyez ? Je vois très Donc, très bien. voilà ce qui nous est arrivé en fait. Hein. Il y a une longue généalogie comme ça qui remonte assez loin en fait. Hein. Beaucoup de gens parlent de mai 68 comme du moment de bascule Mhm. terminale, mais je ne crois pas. D'ailleurs, les gens qui critiquent énormément mai 68 ont tendance à oublier qu'il y a eu non pas un, mais deux mai 68. Il y a eu le mai 68 étudiant, Le mai 68 ouvrier joie, le mai 68 ouvrier, effectivement, et le mai 68 paysan. et le mai 68 paysan qu'on connaît beaucoup moins. Tout à fait. Qui d'ailleurs n'était pas miscible, parce que quand les petits cons sont allés dans les usines, ils ont pris de baffes. Voilà. Et quand on ferme du Larzac, ils y sont jamais allés. Ils se sont pris, il y a eu quand même 3 morts. Hein. Comment ? Il y a eu quand même 3 morts parmi les ouvriers, où la police a été beaucoup moins clémente Ah bah mais bien sûr. des ouvriers qu'ils ne l'ont été avec les étudiants qui étaient pour la plupart des fils de la grande bourgeoisie. Et dont ils Ah bah si tu veux, on n'esquinte pas les fils de notaire. Voilà. Donc c'est peut-être d'ailleurs ce qui nous a manqué, mais c'est un autre débat. Mais justement, c'est extrêmement intéressant parce que en réalité, pour vous, si je suis la dynamique moderniste libérale, Oui. finit un peu comme une maladie auto-immune, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, le principe d'une maladie auto-immune, c'est vos anticorps vous attaquent. C'est-à-dire qu'à un moment, nous allons créer, disons, des parts entières de cette petite bourgeoisie dite éclairée, qui est possédée à mort
par une idéologie je te dirais, qui devient une idéologie de mort à la fin, mais au début, ce qui les intéresse, je pense que c'est la putréfaction. C'est-à-dire, c'est vraiment une idéologie de la putréfaction, c'est-à-dire, ils veulent tout avilir, tout salir, tout pourrir. C'est pas pour rien. Relativiser aussi. Tout relativiser. Que rien n'existe, donc tout est permis. Tout à fait. Tu vois, et c'est pour ça, par exemple, ils ont besoin, comme le camé, de shoot d'adrénaline du non-tabou. Tu vois, d'où, par exemple, leur obsession pour avilir l'enfance, pour avilir les femmes, etc. Un portrait particulier, effectivement, à l'enfance, à l'éducation. Tout à fait. Apprendre les sujets dès le berceau, Ouais. les former pour les priver de tout libre arbitre. Aussi, libre arbitre qui, comme vous le savez, n'existe pas. Il n'y a aucune responsabilité individuelle. Bien sûr. Voilà, il n'y a que des responsabilités collectives. Oui, c'est ce que j'appelle le principe SS, sensible et solvable. Absolument. Donc, si vous êtes sensible et solvable, vous m'intéressez. Or, ce que vous me devez quelque chose. Or, si vous voulez, et de putréfaction en putréfaction, parce que c'est comme ça qu'on passe de l'idéologie de la jouissance à l'idéologie de mort. Parce que les 68 ans, on me dira, mais non, ils avaient pas de volonté morbide. Pierre-Yves, écoute, t'es dur, t'es quand même, tu les détestes. Ce qui est vrai, je reconnais. Mais ce n'est pas parce que je les déteste que j'ai renoncé à les analyser. Et en réalité, pour eux, en effet, l'important c'était de jouir, puisque rien n'existe en dehors de leur petite détresse orgasmique. Mais le problème, c'est que de l'idéologie de la jouissance, ils sont passés à l'idéologie de mort en 40 ans, de manière tout à fait logique. Parce qu'en réalité, ce qui les intéressait, c'était l'avilissement d'abord, et aujourd'hui, c'est l'anéantissement. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans votre grille d'analyse, c'est de dire, voilà, nous sommes à un stade de dégénérescence de la modernité libérale qui a créé ces gens. D'un certain côté, pour être soit notre épreuve, soit notre autodestruction d'un certain côté. Notre épreuve, oui, parce que... j'espère leur survivre quand même. La puissance quand même de ce mouvement de fond, tout à fait, auquel on ne peut opposer qu'un champ de force d'une puissance au moins égale. Je pense que c'est quelque chose qui nous met au défi, quelque part, parce que je pense que nous sommes rentrés aussi pendant 40 ans dans une sorte de sommeil un petit peu morbide. Je suis d'accord. Aussi, et là, il y a des formes qui réapparaissent de façon parfois un petit peu convulsive, de volonté de réappropriation de l'espace démocratique et national. C'est apparu de différentes manières. Quelque chose qui est venu briser un petit peu tout ça, c'est qu'on s'est aperçu que quand une question est strictement économique, quand un problème ne peut trouver des réponses que strictement économiques, c'est qu'elle a été vidée de sa substance par l'équation libérale. Pendant très longtemps, parce qu'on a fabriqué, après mai 68, ce sujet anthropologique sur lequel s'appuie le gauchisme, qui est le petit bourgeois diplômé de la classe moyenne, issu comme ça de l'entrelacement des études longues et du chômage de masse, on a pu comme ça penser qu'en nourrissant indéfiniment, en endormant la population à coup de mesures économiques, d'augmentation, de baisse des salaires, du temps de travail, sans jamais parler des enjeux existentiels du peuple, on allait pouvoir monter dans le train de la fin de l'histoire et avancer à l'infini vers une forme de décomposition finale de l'ordre des États-nations et de tout, mais quelque part, il y a eu des choses qui se sont réveillées, qui n'ont pas répondu à cette équation funeste. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu les émeutes anglaises de protestation face à la subversion démographique des pays. Il y a eu la révolte contre le contrôle sanitaire électronique au moment de la crise du Covid. Il y a eu un certain nombre de choses comme ça
qui ne se sont pas contentés de cette réponse strictement économique. Et quelque part, alors que la droite se contente justement de répondre aujourd'hui à cette demande existentielle par des mesures économiques, à reprendre le logiciel libéral qui est en train de mourir, en fait. Parce que plus personne ne s'en satisfait, ne se satisfait de ce type de réponse. La fin de l'histoire est terminée. Là, on vit un retour de la violence, un retour du refoulé, un retour de l'histoire, en quelque sorte. Donc, on est en train de se faire rattraper par le gauchisme qui, lui, propose une utopie, véritablement. Il propose un nouveau type de société, une recomposition du monde, une restructuration intégrale de l'homme, de l'ordre des nations, de tout. Et nous, on a du mal, je pense, à affirmer notre puissance par une volonté claire, nette et nationale, en réalité, quoi. Oui, bien sûr. Mais je pense que dans les questions anthropologiques, il y a aussi des questions éthologiques. Oui. C'est-à-dire que, et particulièrement vis-à-vis des gens socialisés à droite par rapport au gauchisme, parce que, qu'on le veuille ou pas, les gauchistes ont les gauchistes ont les blancs, comme on dit aux échecs. C'est-à-dire que c'est toujours eux qui engagent culturellement. Oui, et les autres suivent. Il y a un agresseur et un agressé. Voilà. Et le problème, c'est que les autres suivent, premièrement, et ils essayent de copier. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des tas de tentatives de wokisme de droite, toutes plus ridicules les unes que les autres. De wokisme de droite ? De wokisme de droite. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous aussi, on est capable, grosso modo, d'avoir notre identité imaginaire. Et alors qu'il fallait opposer le seul sujet où on a réussi un tout petit peu, et en se cachant, alors opposer la réalité, c'est en se cachant derrière la biologie. C'est sur les questions de genre, en disant « Eh oh, les mecs, quand même, une femme ça existe, un homme ça existe. » Et encore, on l'a fait piano. Mais on ne veut pas défendre les identités réelles. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une fuite dans l'imaginaire exactement comme les gauchistes, mis à part que les gauchistes, eux, sont d'un certain côté sur leur terrain. Le « eux », déjà, ça les gêne pas. Parce que ils peuvent agrémenter ça de toute une déformation des sciences humaines que nous, on a méprisées connement. Oui, on les a toutes ratées pendant 2 siècles. C'est de la sociologie et de la psychologie, qui sont pourtant des sciences de droite à la base. Qui sont des sciences de droite toutes les deux, tout à fait, je vous remercie. Et comme il y a le méchant Bourdieu et l'affreux Sigmund Freud, vous comprenez. Voilà, donc si vous voulez, nous, au résultat, on s'est désintéressé de tout. En histoire des idées, c'est terrible, mais à l'exception du positivisme, grâce à Auguste Comte. Oui. Mais Comte qui a 2 élèves, Taine et Maurras. Et sans l'action française, la pensée de droite en France aurait tout raté. Bonald est d'un certain côté l'un des premiers sociologues au sens méthodologique du terme. Rien à foutre. Si vous voulez, on évite l'aspect strictement conservateur de l'imaginaire freudien. On évite. Durkheim était un protestant conservateur mort de chagrin parce que son fils chéri est mort pour la patrie pendant la Première Guerre mondiale. Si tu veux, on a tout évité. La nouvelle histoire, c'est dominé par quelqu'un comme Braudel. Braudel est l'auteur d'un manifeste sur la France qui devrait être une lecture de base du nationalisme français. Enfin, la France de Braudel, c'est quand même assez merveilleux comme bouquin. Mais peut-être que la droite n'est pas nationale. Et malheureusement, mais justement... Pas de lecture historique. C'est très juste. Et le problème, c'est que justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se confine dans des imaginaires, c'est-à-dire grosso modo, moi j'ai des cheveux bleus, mais je suis... Alors, moi j'ai les cheveux courts et bien dégagés derrière les oreilles, et voilà. Vous voyez, jusqu'à preuve du contraire, je suis un homme, même si vous essayez de me démontrer l'inverse. Voilà. Mais on a une espèce, je pense qu'il faut sortir du stade du miroir, qui est... Je suis d'accord avec vous. Un symptôme de l'infantilisation. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que, et ça, je m'en suis rendu compte en 20 ans de métier, si vous leur enlevez les gauchistes, c'est comme si vous leur enleveliez, pardonnez-moi,
Si vous leur enlevez les gauchistes, c'est comme si vous arriviez à leur enlever les immigrés. C'est-à-dire qu'ils perdent leur vis-à-vis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de puissance autonome d'affirmation. Et ça, c'est un vrai problème. Moins dur que vous quand même avec J'espère. les braves gens de droite qui sont avant tout agressés. Hein. Mais je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que c'est parce qu'ils sont agressés qu'ils n'ont pas le choix de réagir. Or, j'ai l'impression qu'ils attendent d'être au pied du mur pour réagir. C'est ça le problème. Oui. Et le pied du mur est encore loin. Hein. C'est un peu ça. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu holistique. Hein. Le peu d'intellectuels de droite qui apparaissent dans l'espace public pour des raisons tout à fait éminentes, parce qu'il y a quand même une domination culturelle. Euromondialiste qui est très nette. Depuis très longtemps. Très nette. Bon, certains la remettront en cause. Certains penseront que la droite a gagné la bataille des idées parce qu'on se réunit dans une cabine téléphonique et parce qu'on a quand même le droit de parler, jusque dans certaines limites. Mais bon. Mais le peu d'intellectuels qui émergent dans l'espace public sont souvent des gens bien élevés, de conditions relativement bourgeoises, forcément un petit peu avec une vision consensuelle et holistique, considérant avant tout les gauchistes comme des gens un petit peu qui sont sortis un petit peu du champ de la conventionnalité bourgeoise, mais qu'on peut toujours essayer de rattraper. On va se montrer conciliant avec eux, on va essayer d'aller un petit peu sur leur terrain, on va être poli, on va leur tendre la main, et finalement, on va subir une forme d'humiliation intellectuelle et collective parce que nous n'aurons pas mis en œuvre les moyens intellectuels de contrer cette idéologie. On aura manqué de fermeté, on aura manqué de virilité aussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut se faire à l'idée qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Certes, je suis d'accord. Il y a, on pourrait dire, 3 niveaux en fait, d'exaltation et de socialisation dans le gauchisme. Le premier, je pense que ce sont les seuls vrais salauds dans l'histoire. J'ai pas peur du mot. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens dont il faudra s'occuper. Ce sont des gens, parce que les conséquences de ce qu'ils font sont quand même très graves et parfois ça peut quand même coûter des vies, sont des gens qui font semblant, par exemple, de croire que nous vivons indéfiniment une période pré-fasciste, qui construisent une sorte d'idéologie où nous sommes menacés par un retour des heures sombres. Ils arrivent à persuader des gens qu'ils sont physiquement en danger à cause de la persistance à l'intérieur du peuple historique de nos pays d'un sentiment national qui s'exprime par un vote pour les partis nationaux ou populistes, ou du moins ce qu'il en reste. Ces gens-là vont produire par l'université et par les médias, qui sont un petit peu la fabrique de l'opinion dominante, une espèce de climat culturel extrêmement anxiogène et en même temps très confortable, parce que ça va produire de l'obéissance, du conformisme, et ça va ruisseler vers une deuxième catégorie d'individus qui sont pour la plupart des braves gens, pas forcément très politisés, pas forcément très conscients d'avoir intériorisé un certain nombre de schèmes un petit peu impersonnels, comme l'antiracisme, le LGBTisme, le socialisme d'atmosphère, et qui vont se laisser embarquer comme ça, sans trop le remettre en cause, par bienveillance, par conformisme, par pression de leur environnement social, dans un mouvement qui va parfois se traduire par ce qu'on appellera une agitation gauchiste collective. Et en troisième lieu, on va se retrouver avec les plus fragiles, les plus en souffrance, les plus exposés à la violence et à la brutalité du monde social, qui sont en général des individus désaffiliés, acculturés, dénationalisés, qui sont souvent très isolés pour différentes raisons. Dieu sait que la France, comme les États-Unis, comporte son lot de tarés, d'abrutis, de rageux, de désespérés, et eux, par les moyens médiocres dont ils disposent et par la fragilité de leur tempérament nerveux,
vont vraiment être entraînés vers le pire, à leur insu. Donc ça peut se traduire par des espèces d'autodafé, de feux de joie ou de scènes d'hystérie collective telles qu'on peut en voir pendant les périodes préélectorales qui sont des grands moments d'irrationalité de masse, mais aussi ça peut se traduire par ce pauvre gamin qui a cru probablement accomplir un geste sacrificiel et salvateur au moment où il a armé sa gâchette pour tirer sur l'actuel président américain en exercice et qui a été abattu par les forces de sécurité. Là, on a la première catégorie de gauchistes qui a envoyé au casse-pipe l'un des leurs. Tout à fait juste. Et là, pour moi, on est dans quelque chose d'assez criminel, en fait. Oui, totalement. Il y a rien de pire que ceux qui envoient les gamins au carton, quel que soit leur camp. Mais chez les gauchistes, ça les a vraiment jamais gênés. Ça les a jamais vraiment gênés, comme pour recruter dans nos banlieues un certain nombre de troupes coloniales, parce que j'ai mis du temps à comprendre pourquoi ces gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont aucun sens de la spiritualité, de la transcendance, qui sont dans une espèce de matérialisme morbide, dégueulasse, qui ont piétiné vraiment les affects religieux à l'intérieur du peuple historique pendant 40 ans. Pourquoi ces gens qui ont écrasé l'infâme se soumettent aujourd'hui et ont une telle fascination, une telle sympathie pour des idéologies qu'on pourrait qualifier d'islamistes, ou tout simplement une telle tendresse, une telle concupiscence pour l'islam. C'est parce que ces gens veulent des troupes coloniales, tout simplement. Ils veulent des soldats pour les envoyer au casse-pipe. Parce que ces gens ont des tempéraments dans l'ensemble trop délicats, des corps qui ne sont pas façonnés par le travail, mais par d'interminables années d'études où ils seront restés, pour parler vulgairement, le cul sur une chaise à bouffer des graines et à fréquenter des soirées, à écouter leurs professeurs pourris les endoctriner, mais sans se confronter à la brutale réalité du monde de la production, etc. Vous trouverez donc assez peu de gauchistes, comme vous le savez, à l'usine. Il y a très peu d'ouvriers gauchistes. Il y a évidemment des ouvriers de gauche, mais peu d'ouvriers gauchistes. Il y a peu de paysans gauchistes, il y en a peu dans l'agriculture, il y en a peu même... c'est sûr qu'il ne faut pas leur compter sur eux quand il faut prendre quelque chose de lourd. Oui. Donc, il ne faut pas non plus compter sur eux pour ce qui est de prendre les armes et d'aller au carton, en l'occurrence avec nous, bien sûr, oui. Qu'ils nous désignent pour des raisons tout à fait rationnelles comme leurs ennemis. Donc, ils passent leur temps à essayer de faire avaler à ces populations importées que leur vie en France est un véritable enfer, que l'histoire de la colonisation est une épopée monstrueuse faite de pillage, de déprédation, de viol, de domination en tout genre, que leur pays, leur culture ont été détruits par ça. Ils insufflent la haine à l'intérieur des populations immigrées qui, pour certaines, peut-être n'ont pas besoin de ça, mais en tout cas, ils l'exaltent. Ils mettent de l'huile sur le feu, ils soufflent sur les braises, et à la fin, le but, c'est de déclencher une guerre civile qui a toujours été le moyen de terminer un petit peu le projet gauchiste, en fait. Si vous voulez, ce qu'ils appellent la révolution, en fait, ce qu'ils appellent la révolution, c'est la guerre civile. Hein. Oui, nous sommes entièrement d'accord. Mais avant-dernière question, parce que je voudrais votre avis là-dessus. Moi, c'est une question qui me fascine, parce que ça m'arrête logiquement quand je suis en phase 2. Et alors, ça m'arrêtait un peu plus il y a quelques années, maintenant que j'ai fait la paix avec l'idée que, si vous voulez, moi, je ne suis jamais que ce que je suis. Donc, je suis prisonnier, comme tous les nationalistes français, de ma volonté de ne laisser personne détruit derrière nous. Or, le problème, c'est que j'ai fait la paix de manière relativement récente avec l'idée qu'on ne sauvera pas tout le monde, mais ça m'a coûté beaucoup. Je le dis, ça m'a coûté beaucoup. Or, le problème, c'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas avec eux, c'est qu'ils méprisent profondément
une partie de ces populations immigrées, quand un ose leur résister intellectuellement, moi je vois ce qu'ils ont fait à mon ami Idrissa Berkane, je vois ce qu'ils ont fait à mon ami immense philosophe, Mehdi Belhaj Kassem. C'est-à-dire, grosso modo, ils les ont renvoyés à leurs origines à la minute où il a refusé de marcher droit. C'est-à-dire, c'est vraiment le réflexe colonial, tiens-toi droit, vu ce que tu nous dois. D'un néocolonialisme et d'un racisme absolument puant. Et le problème, c'est qu'ils les méprisent profondément. Moi, je me rappelle d'une présentatrice de gauche, ancienne Nouvelle Obs, qui ironisait sur Ouria Boutedja et son absence de diplôme, alors que bon, elle est secrétaire de direction, c'est pas infamant, et Ouria Boutedja, c'est pas une abrutie. Comment ? Une islamiste, c'est une ennemie, c'est pas une abrutie. Mais c'est pas une abrutie. Or, le problème, c'est une ennemie, c'est pas une abrutie. Et tu vois, dans ce racisme de dame patronesse de gauche libérale, de dire nous avons sorti ces gens-là de leur extraction. Ils les méprisent, ils veulent nous les foutre dans la gueule. Mais il y a une chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est que il y a un point commun que nous avons avec les populations immigrées, c'est qu'anthropologiquement, on peut pas les blairer. Parce que, admettons, il y a le frontal que ces gens-là veulent. Mais à la minute, si c'est nous qui gagnons, ils prennent. Si c'est les immigrés qui gagnent, ils prennent. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est l'absence de sens tactique. C'est-à-dire, vous verrez pas la fin du film, quoi qu'il se passe. Parce que c'est une religion, hein. De toute façon, ils ne la voient pas, la fin du film, ou alors ils la sortent du monde physique. Hein. Vous avez dit que c'était une idéologie du pourrissement, de l'anéantissement. Peut-être que c'est ce qu'ils cherchent. Hein. Oui, peut-être finalement que la haine de soi va jusqu'au suicide. D'un côté, terminale de tous les corps. Oui, peut-être d'un certain côté, leur antinatalisme vient peut-être aussi de là, que finalement... Oui, les migrants sont les nouveaux dieux, quelque part. Hein. Il y a un truc pas complètement stupide et pas complètement aberrant que je ne partage pas, mais qui est issu du socialisme du 19e siècle. Cette idée que la terre appartient à ceux qui la travaillent. C'est aussi ça qui a justifié la colonisation aussi. Oui, tout à fait. Qui n'est pas nécessairement une chose intégralement condamnable, mais bon, c'est pas tout à fait mon logiciel. Mais aujourd'hui, la terre n'est pas non plus à ceux qui en héritent, mais à ceux qui vont venir pour en jouir et pour la réenchanter, quelque part. Donc, à la fin, vous n'avez plus de blanc, vous avez des silhouettes comme ça, qui vont venir profiter, jouir, pour toute l'éternité, des restes du monde capitaliste effondré que les blancs auront créé pour eux. Voilà. Cette équation terminale à laquelle les gauchistes croient et à la fin de laquelle, évidemment, ils disparaissent. Mais pour eux, c'est un paradis, quoi. Donc, d'un certain côté, oui. Ça, il ne faut pas sous-estimer, quelque part, l'aspect suicidaire. Oui, non, vous avez raison. Kamikaze. Oui, vous avez raison. Ça, qu'on réussira à leur parler, à les convaincre en leur disant, comme beaucoup font, vous voyez, vous allez finir comme en Iran, hein, au bout d'une corde. Ça ne marchera pas, ça. Et ça, je suis d'accord. Ça marchait peut-être avec... ça marchait avec la génération d'avant, mais... communiste bolchevique des années 70, qui avait peur pour ses fesses quand même, et qui restait... non, et puis qui restait dans le moule vitaliste qui était celui de Marx. Il ne faut jamais oublier que le marxisme est un vitalisme. Si je dis pas de bêtises, je crois que le Capital est dédié à Darwin. Hein. Totalement. Totalement, mais il y a un vitalisme dans le marxisme. C'est... comme dans le freudisme, les idées. C'est-à-dire, pour Marx, le capital a avili l'homme, alors particulièrement l'homme germanique, vu que Marx est un Allemand de pensée anglaise. Bon. Mais tous les hommes. Et donc, pour que ces hommes se régénèrent, il faut s'en débarrasser. Donc, fondamentalement, c'est une pensée de la vie. Là, pour le coup... Il y a quand même l'idée de créer un homme nouveau, libre et sachant tout faire. Voilà, c'est ce qui est quand même dans notre tradition prométhéenne, tout de même. Oui. Européenne. Là, on est dans alors que là, finalement, oui, ils veulent crever. Bon. Ils veulent disparaître. Ouais, le problème, c'est qu'ils veulent qu'on disparaisse avec eux. Moi, à la rigueur, s'ils ont des envies de lemming, nous, on a les falaises d'Étretat. Enfin, que chacun fasse la translation. C'est pour ça, nous, on a peur de disparaître. Nous, on est terriblement angoissés par ça. Nous,
Nous, on voit Ouais, donc on leur prête nos angoisses. Vous avez raison. On a peur de s'éteindre en tant qu'entité culturelle, biologique, en tant que patrimoine génétique commun, en tant que culture nationale. On est terriblement angoissé par ça, et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on est nationaliste, parce qu'on se sent fragile, on se sent persécuté, et on a une forme de réaction un peu immunitaire par rapport à tout ça. Le nationalisme comme réaction immunitaire. Vous le dites très justement, sur des gens qui ne partagent pas notre vision du monde, et qui sont d'une autre anthropologie. Autre chose. Ça m'amène à ma dernière question. Qu'est-ce qu'on fait face pour vous? C'est grosso modo, qu'est-ce qu'il va falloir? Parce que de toute façon, ils vont accompagner l'aspect suicidaire du système jusqu'au bout et ils vont l'amplifier. Donc de toutes les manières, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix et il n'y aura pas de trêve. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs échelles. Il y a l'échelle politique, il y a l'échelle individuelle. Alors, politique, on n'a pas beaucoup de prise, parce que... Nous sommes d'accord. Vous saviez mieux que moi, et vous ne pourrez pas nier qu'on n'est pas tout à fait en position de force. Tout à fait. Quoi qu'on en dise, les idées nationales n'existent pas dans l'espace politique. Je ne vois pas de force capable de proposer une réappropriation intégrale de notre appareil législatif face à ça, parce qu'il y aurait un certain nombre de mesures à prendre. Il faudrait retrouver, je pense, un État, parce que l'État est quand même en train de se décomposer très gravement. Pour ça, il faudrait une réforme intégrale de la justice, un retour de la peine capitale, parce que sans ça, les chaînes des peines ne reviendra jamais en fait à l'état antérieur. C'est aussi le fruit d'une décomposition de l'État, parce que si la France, qui est quand même un pays extraordinaire, a su se préserver d'un certain nombre de tentatives de subversion, y compris antidémocratiques et totalitaires, c'est aussi grâce à la puissance de son administration, et aussi au sein de cette administration, parce qu'il y avait des hommes qui étaient capables de prendre des décisions. Aujourd'hui, on a des fonctionnaires au pouvoir, on a un personnel administratif qui nous traite quelque part non plus comme des citoyens, mais comme des sujets coloniaux, des administrés. Donc, il faudrait se débarrasser de cette caste-là, je ne sais pas comment, par un processus, disons, au sens, évidemment, de l'écriture. Je pense que déjà, il faudrait revenir à l'essence de la 5e République du général de Gaulle, qui nous permet une action politique par rapport à ça, déjà, quoi, pour se débarrasser de tous les facteurs hétéroclites et exogènes qui nous empêchent de respirer, parce que là, en l'état, je veux dire, on peut rien faire, quoi. Et personne n'a la volonté de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a un accommodement, je pense, d'un certain nombre de gens à l'état de décrépitude générale. Donc, je pense qu'il faudra se réveiller par rapport à ça. Et à l'échelle individuelle, déjà, il faut commencer par ne plus vouloir sauver tout le monde. Et si vous êtes un bon samaritain, un bon chrétien, peut-être que la meilleure façon de sauver ceux qui peuvent être sauvés, c'est déjà de les envoyer promener, puisque ce sont des gens qui, des gauchistes, sont dans un conformisme absolu, quelque part. Ils n'accepteront jamais d'être exclus, rejetés par le groupe, puisque ce ne sont pas des gens qui portent en eux une remise en cause des normes véritablement qu'ils ont eux-mêmes instaurées. Ça paraît logique. Ce sont des gens qui traquent chez les individus et chez les citoyens un non-respect de la morale dominante qui se veut féministe, antiraciste, ouverte, haltérophile, etc. et qui suspectent les individus de ne pas s'y conformer. Donc, je pense qu'il faut assumer une certaine forme de rupture, voire de sécession avec ces gens. Il faut accepter l'idée qu'il y a un certain nombre de gens, alors, chez les masses immigrées quelque part, et également chez les gauchistes, qui ne participent plus du même ethos national que nous. Je pense que c'est assez triste à dire pour un nationaliste, mais quelque part, ça fait
150 Mais c'est un état de nous fait. bassine avec l'idée que nous sommes un peuple politique qui n'a pas véritablement de définition ethnique d'ailleurs, bien que ce ne soit pas le cas, mais en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Mhm. D'ailleurs. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait société, pourquoi on nous obligerait à faire société avec des gens qui ne partagent avec nous aucun imaginaire, aucun fait culturel, aucun inconscient collectif, aucun affect, aucune solidarité et aucune fraternité. Je pense que c'est quand même important, la fraternité, parce que bon, la devise républicaine est très belle en France. La liberté, oui, de se réaliser, d'entreprendre, l'égalité en droit de tous les citoyens. Ça me paraît une base quand même, une société avancée. Mais la fraternité, qui est une notion assez subtile, assez organique, qui nuance le caractère justement très libéral et très désincarné. Donc notre devise est magnifique, mais à partir du moment où elle ne s'applique pas à un certain nombre de la population, il faut la leur retirer. Donc moi, je pense qu'il faut déjà commencer par ne plus accepter de vivre aux côtés de gens qui nous haïssent, qui nous persécutent. Ça peut passer individuellement par un certain nombre de déménagements. Nous pouvons constituer, même pour ceux qui vivent à l'étranger, qui sont obligés de quitter la France pour des raisons professionnelles ou autres, par la constitution de certaines formes de diaspora, ce que les Français n'ont jamais fait. Dire, par exemple, où que vous allez rencontrer des Italiens qui parlent italien, vous allez rencontrer des Chinois qui se communautarisent gentiment sans déranger personne dans un certain nombre de grands pays. Je pense que les Français devraient essayer de faire revivre un petit peu la France qu'ils ont perdue chez eux dans un certain nombre de territoires, soit en métropole, parce qu'il y a encore des villes à l'intérieur desquelles on peut essayer de faire respirer un petit peu notre façon de vivre. Et aussi à l'étranger, rien ne nous interdit de nous rencontrer et de nous communautariser. En tant que Français, de recréer des morceaux de France un peu partout, quoi. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on parviendra à recréer une forme de désir, qui est une notion qui sonne très années 70, très Deleuze-Guattari, très déconstruction, très French Theory, très Georges Bataille, mais qu'on a un petit peu abandonné justement à l'adversaire. Et peut-être faudrait-il se la réapproprier pour en faire quelque chose de positif et dans lequel chacun pourrait quelque part se reconnaître, parce que je pense aussi que le gauchisme est quelque chose qu'on a nourri et évidemment qu'on a subventionné. Je pense qu'on ne pourra pas rattraper complètement ce qu'on a fait. En tout cas, à l'échelle d'une génération. Moi, je suis pas quelqu'un de très porté sur l'individu. Évidemment, la personne humaine existe en tant que fait imprescriptible, indivisible, mais je pense que rien à l'échelle humaine ne se passe dans les dimensions restreintes à celles de la personne. Je pense que tout se fait par sédimentation, par des processus longs, parfois sur plusieurs générations, aussi bien pour les populations étrangères, l'assimilation, qui est tout à fait possible, mais que je ne crois pas réalisable à l'échelle d'un individu, mais aussi pour les changements idéologiques qui, à un certain niveau d'imprégnation, deviennent anthropologiques, c'est-à-dire sont métabolisés par la personne. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire de tous ces gens qui ont été contaminés par ce fait anthropologique et culturel, mais en tout cas, il faudrait essayer, à défaut de les rééduquer, de se débarrasser de toutes les matrices qui ont façonné longuement, patiemment ce type d'individu. Il faudrait les définancer, les désubventionner, arrêter de mettre du pognon dans la sous-culture, dans l'université, dans leurs médias. Il ne faut en aucun cas leur interdire de se réunir
de s'exprimer, de formuler leurs idées, de créer leurs concepts, d'inventer même des productions, des œuvres d'art. Je veux dire, il y a eu un très très grand, par exemple, cinéma de gauche dans les années 70, pas seulement de gauche d'ailleurs, qui ont été une grande époque d'ailleurs de recherche esthétique et formelle, de transgression, mais ça tenait aussi au fait que les productions culturelles étaient financées avant tout par des mécènes et non pas par l'État. Il faudrait revenir à cet état de liberté, décontraction, transgression qu'on a connu. Tout simplement, arrêter de fabriquer ce matériel humain. Mmh. Je veux dire, peut-être faut-il le laisser vivre, parce que moi je suis très attaché à la liberté d'expression sans laquelle aucune société démocratique ne peut survivre. Mmh. Je pense que la liberté d'expression étant limitée en France, j'estime que nous ne sommes plus en démocratie. Bon, on a 5 lois sur la liberté d'expression, ça fait beaucoup pour un pays ouvert. Hein. Non, ça va pas du tout, hein, vous avez Ouais. raison, mais de toute façon, je veux dire, moi je pense que toutes les idées doivent pouvoir s'exprimer. Je veux dire, ça Nul ne veut n'est pas dire libre qu'il dans un faut- pays qui ne l'est pas. On ne peut pas être libre dans un pays qui n'est pas libre. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il faille nécessairement respecter ces idées. Mais elles ont le droit d'exister. Elles ont le droit d'exister. Simplement, il ne faut pas les subventionner. Mmh. Je pense que il faudra peut-être revoir le système éducatif débilitant qui retourne le cerveau de notre gamin. Parce que je m'intéresse beaucoup aux théories de l'éducation qui commencent vraiment à émerger depuis une vingtaine d'années, justement, plus tôt dans nos milieux. Parce que jusqu'à présent, toutes les théories de l'éducation ont été insufflées, cornaquées par une sorte de pensée pédagogiste, post-Dolto, qui se matérialise aujourd'hui dans les écoles démocratiques et toutes ces horreurs que vous connaissez, que je décris dans mon livre. Mais le problème de ces initiatives visant à refonder notre système éducatif national, c'est que je pense encore une fois qu'on ne pourra pas sauver cette institution qui a été détruite de l'intérieur. Mmh. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Je Mmh. pense que peut-être faudra-t-il songer non pas seulement à privatiser les médias, qui est une obsession de la droite, mais aussi à privatiser les universités, Mmh. de manière à ce que les enseignants gauchistes puissent être payés à leur juste valeur. Mmh. Enfin, je pense qu'il faut le désarmer comme nous, on a été progressivement désarmés. Mmh. Simplement, il faudra être plus vigilant que nous ne l'avons été pendant les 50 dernières années, parce que nous nous sommes endormis. Peut-être que tout se serait arrêté en mai 1968 si les bons bourgeois de droite que vous connaissez, qui nous agacent, qui nous exaspèrent parfois par leur inertie, malgré tous les efforts que ce brave Zemmour a déployés pour essayer de les réveiller, les solliciter, les mobiliser sans beaucoup de réponses de leur part, peut-être que tous ces gens auraient pu opérer un virage, une transformation autre de la société si ce mouvement révolutionnaire avait été arrêté au moment où il aurait dû être arrêté. Je crois que 500 jeunes motivés, entraînés, déterminés, prêts à tout, se sont soulevés à ce moment-là pour arrêter mai 68. Mmh. Est-ce que tous ces vieux bourgeois de droite qui sont persuadés que la plus grande catastrophe, le plus grand cataclysme anthropologique des 200 dernières années a été mai 68, se sont levés et les ont soutenus? Jamais. Ils se sont contentés de s'en plaindre, ils ont pensé à leur casserole, ils ont conservé les acquis de la Révolution parce que quelque part c'était bon pour les affaires. Donc je pense qu'il faudra plus compter sur eux. Je pense que maintenant c'est à la jeunesse de se renationaliser et de reconstruire son pays. Voilà. Magnifique conclusion, Nicolas. Je ne peux que renvoyer à votre livre, à vos livres, donc aux éditions de la Reine Rouge. Tout est accessible en description et je suis déjà impatient du prochain. Mon cher, merci et merci à tous. Merci infiniment. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle,
n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.